Il y a quelques jours, on m'a envoyé une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Brut. La vidéo montre le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Salim et qui désire perdre du poids et qui malheureusement, pour ce faire, va s'adonner à des comportements qui sont, comme vous allez le découvrir, inutilement restrictifs et très compliqués à maintenir sur le plan de l'adhésion et aussi de la santé mentale. C'est comme si j'étais coincé de mon propre cerveau. Il souffre d'orthorexie. C'est quand manger sain devient une obsession. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense que ce genre de comportement et de stratégie alimentaire est extrêmement corrélé avec une volonté un peu on-off de vouloir changer les choses dans sa vie, de reprendre les choses en main et de s'adonner d'un coup à une nouvelle stratégie alimentaire pour pouvoir créer un changement, en l'occurrence perdre du gras. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube ici depuis un moment, d'ailleurs si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner tout de suite avant que la vidéo ne démarre, et ben vous savez probablement que perdre du poids ou développer une meilleure santé est une dynamique de long terme et que généralement plus vous faites les choses de façon extrême et moins vous allez pouvoir évoluer et vous épanouir dans la durée. On va regarder ensemble quelques passages de cette vidéo et je vais les commenter et les analyser avec vous pour vous apporter mon expertise et mon point de vue sur cette dynamique. T'as dû devenir fou. Moi je suis déjà fou, ça fait 2 fourchettes. Alors déjà, le début de la vidéo est assez attendrissant parce qu'on voit qu'il y a une complicité entre les deux et je trouve hyper courageux de la part de Salim de donner sa stratégie alimentaire et de revenir sur ce qu'il a fait en pensant être la meilleure façon de pouvoir perdre du gras et perdre du poids. C'est très difficile de se lancer dans une dynamique pour améliorer sa santé, sa nutrition, surtout quand on n'a pas forcément de connaissances ou de formation sur la thématique de l'alimentation et de la diététique. Et je trouve ça hyper courageux de sa part de partager ça et avec le journaliste de Brut qui s'appelle Alsen Gomis et évidemment avec la communauté de Brut parce que la vidéo a fait des centaines de milliers de vues. Donc là, c'est le plat que je mangeais tous les jours à l'époque quand j'ai commencé à vouloir changer. Je le mangeais à midi et le soir. C'était le même, donc la même recette tout le temps. Tout le temps. T'as tenu combien de temps? Un peu plus d'1 an quand même. Là déjà au bout de 2 minutes de jeu, il y a un truc extrêmement intéressant, c'est qu'il dit que le plat qui est sous nos yeux est le plat qu'il consommait tous les jours, midi et soir, pendant 1 an. Et le réflexe même du journaliste, c'est t'as tenu combien de temps et rien que cette phrase, je veux que vous compreniez dans cette vidéo, on va vraiment rentrer dans les conséquences psychologiques de nos choix alimentaires et de nos stratégies mises en place pour pouvoir améliorer notre santé, notre physique ou nos objectifs. Mais là déjà, il y a des trucs qui sont parlants. Le t'as tenu combien de temps montre par définition que pour le journaliste, c'est déjà un sacrifice, c'est déjà une contrainte. Et ça, par définition, je pense que vous le comprenez déjà, ça veut directement dire que c'est pas une stratégie adaptée parce que si vous faites un truc en vous disant « Oh, c'est hardcore, combien de temps je vais devoir tenir ?» Forcément, vous vous mettez une deadline dans votre tête et vous vous dites « Allez, je vais faire ce truc qui est ultra dur jusqu'à un certain moment où peut-être j'aurai atteint mes résultats et là, je pourrais enfin arrêter, abandonner et revenir à ce que je faisais avant. » Sauf que le problème fondamental, c'est que ce qu'on faisait avant, généralement, quand on veut perdre du poids, c'est manger n'importe comment ou manger de façon déséquilibrée ou en tout cas manger d'une façon qui ne nous permettait pas de maintenir ou d'obtenir le physique qu'on voulait. Et donc forcément, si on y revient, on va revenir au point de départ. Petite précision importante, je suis pas en train de dire que manger la même chose matin, midi et soir est une mauvaise idée. Globalement, vous savez qu'il faut quand même avoir une alimentation variée et équilibrée. Mais si on avait un repas globalement constitué de tout ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé, des protéines, des légumes, des fruits, des vitamines, des minéraux, suffisamment de glucides et des lipides de bonne qualité, potentiellement on pourrait manger la même chose midi et soir en termes de santé. Même si sur le papier, ça permettrait pas forcément une grosse variété alimentaire et que pour faire les choses de façon optimale, il vaudrait mieux avoir des apports un peu différents en fonction des repas ou en fonction des jours. Mais à la limite, c'est pas le plus contraignant. Le plus contraignant, c'est l'impact psychologique de vos choix nutritionnels. Pour certaines personnes qui ont besoin d'une routine très établie, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de savoir que les choses changent le moins possible pour se rendre compte qu'elles ont du contrôle sur leur environnement, ça peut être extrêmement rassurant de manger pas forcément la même chose à tous les repas, mais au moins la même chose tous les jours. Moi, j'ai eu des clients qui aimaient manger la même chose tous les jours pendant des années. Évidemment, il fallait optimiser les choses en amont pour être sûr qu'ils aient aucune carence nutritionnelle et puissent être alimentés et atteindre leurs objectifs comme il faut. Mais à partir du moment où le plan était verrouillé, ça les rassurait et ils se sentaient hyper bien en consommant la même chose tous les jours. Ça va dépendre de votre profil psychologique. Moi, par exemple, je ne fais ça que dans les périodes où j'ai énormément de boulot et j'ai envie d'atteindre un objectif physique sans me prendre la tête et sans trop penser à ma nutrition, où j'ai beaucoup plus d'énergie et de travail à investir sur d'autres parties de ma vie. Mais le reste du temps, manger la même chose tous les jours et a fortiori à tous les repas, personnellement, ça me ferait péter les plombs. Donc déjà, on voit bien que pour être en bonne santé physique et mentale, il est important d'avoir une vraie adéquation entre sa stratégie nutritionnelle et son profil psychologique. Et t'étais comment avant physiquement pour avoir envie de perdre du poids? Justement, t'étais obèse, t'étais quoi? Non, j'étais pas obèse, mais à l'intérieur, j'avais l'impression, je me dégoûtais profondément. Et c'est là que j'ai commencé à aller faire du sport et à vouloir absolument optimiser ce que je mange. On sent que t'es healthy quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de me régaler. Mais
À ce moment-là, je mangeais pour la fonction. On sent que t'es healthy et je suis pas en train de me régaler. La qualité gustative d'un plat va forcément dépendre de l'habitude alimentaire de celui qui le consomme. Si vous mangez que des frites, des cookies, des burgers toute la journée, forcément manger du riz avec des légumes, ça peut vous paraître un petit peu fade. En revanche, je le dis et j'insiste là-dessus parce que c'est très important, si vous mangez à l'année de façon très équilibrée, il y a 1 milliard de façons de faire en sorte que les choses que vous mangez pour être en bonne santé et atteindre vos objectifs soient absolument délicieuses. Vous le savez, je suis un énorme gourmand, j'adore la nourriture, j'adore le plaisir que fournit l'alimentation au quotidien. Et pour moi, alors que je tiens à rester en excellente santé, avoir un bon physique, performer à la salle et dans ma dynamique sportive, il est absolument inconcevable de manger des trucs que je n'aime pas tous les jours. Donc je me suis formé, j'ai appris à cuisiner, je cherche des recettes à gauche à droite, je fais des expériences depuis des années pour pouvoir me permettre de faire des trucs qui correspondent à mes objectifs et qui sont délicieux. Mais forcément, c'est une dynamique qui demande un peu d'expérience, un peu de pratique, surtout quand à la base on sait pas du tout cuisiner comme moi. Mais c'est tout à fait possible quand on a la bonne méthode et la bonne stratégie d'arriver à réconcilier les deux. À ce moment-là, je mangeais pour la fonction. Manger pour la fonction, donc pour atteindre ses objectifs, et la notion de goût ne m'intéressait pas. Ce qui est compréhensible parce qu'il était dans une position où il aimait pas son corps et il aimait pas sa dynamique, et donc il s'est dit, je vais faire un 180 complet sans doute par rapport à ce qu'il faisait avant, où avant il mangeait uniquement pour le goût sans se préoccuper de la fonction, et bah là il était temps de se préoccuper de la fonction et pas du goût. Et c'est malheureusement ce qu'on voit assez souvent dans des dynamiques un peu on-off comme ça, de gens qui n'ont pas forcément de background en entraînement ou en nutrition et qui se mettent à vouloir tout optimiser comme il le dit et tout faire bien d'un coup. C'est qu'on passe assez vite malheureusement de l'un à l'autre en se mettant à négliger complètement une partie qui est extrêmement importante dans la psychologie humaine, c'est le goût des aliments et le plaisir qu'on a dans l'alimentation. 1700 calories par jour. Pour juste qu'on ait une idée, tu dois manger combien de calories pour te maintenir à un point normal par exemple? 2600, 2700. Ok. Et 1700, du coup, tu... Ouais, c'est violent. Alors là, il nous dit qu'il consommait 1700 calories par jour et que son apport de maintenance, vraisemblablement, est aux alentours de 2600-2700. J'ai pas ces stats, je les connais pas. Là, à vue de pif, s'il doit consommer 2600-2700 cal pour maintenir son poids de corps, je dirais qu'il doit faire entre 1m75 et 1m83-85 et peut-être entre 75 et 85 kg. C'est des fourchettes assez larges parce que je connais pas du tout son niveau de dépense énergétique. Je sais qu'il s'entraîne en musculation, mais je sais pas du tout s'il est sédentaire le reste de la journée ou s'il est extrêmement actif, qu'il a un job genre serveur, déménageur. Là donc il nous parle d'un déficit de 1000 calories entre son apport de maintenance, calculé, supposé, estimé, on sait pas trop mais c'est pas grave, et l'apport calorique qu'il a essayé de viser pendant un an. 1700 calories dans l'absolu ça veut strictement rien dire. Pour un garçon sportif, jeune, actif, on le suppose de son gabarit, ça peut paraître peu. Mais si vous êtes une nana d'1m55, 45 kg et sédentaire, 1700 calories, ça pourrait parfaitement que ce soit votre apport de maintenance. Donc ce qui est pertinent d'analyser ici, c'est la différence entre son apport de maintenance et l'apport calorique qui s'est fixé pour pouvoir perdre du gras. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, plus vous êtes en surpoids et plus vous avez de gras à perdre, plus vous pouvez vous permettre d'appliquer un déficit calorique qui va être important. Quand on prend en compte et qu'on commence à accompagner des gens qui sont obèses ou en obésité morbide, il n'est pas déconnant de leur faire perdre le plus de gras possible en mettant en place le déficit calorique le plus important possible, parce que quoi qu'il arrive, si vous leur faites perdre du gras, vous allez améliorer l'intégralité de leurs paramètres de santé. Mais il le dit, j'étais pas vraiment obèse, mais à l'intérieur, je me sentais comme obèse. Donc on sait pas, peut-être qu'il avait aucune masse musculaire et qu'il était skinny fat et qu'il avait énormément de gras à perdre. Mais ce qu'on sent en tout cas, c'est qu'un apport objectif de 1000 kcal en dessous de son apport de maintenance, avec une stratégie nutritionnelle visiblement un peu drastique et décidée un peu à la va-vite de façon on-off, c'était sans doute pas forcément la meilleure chose à faire. Et ce que je faisais, c'est qu'avant mes repas, je buvais de ouf de l'eau. Comme ça, après, quand je mange, ça gonfle, tu vois. Je sais pas comment expliquer. C'était optimisé pour plus avoir la dalle, quoi. Ouais. Et là, on a la description d'une stratégie qui est typiquement une stratégie utilisée par des gens qui font les choses de façon trop drastique et qui se sont fixés des objectifs qui sont potentiellement trop ambitieux ou mal calibrés par rapport à leur réalité alimentaire. Certes, perdre du gras nécessite du travail et une petite dose d'inconfort, et il n'est pas anormal d'éprouver un petit peu de sensation de faim quand on est sur une sèche ou une fin de sèche et qu'on commence à arriver proche de ses objectifs. Mais vous devriez jamais avoir besoin de boire 6 litres d'eau dans la journée ou de boire volontairement de grandes quantités de liquide avant vos repas pour pouvoir vous remplir l'estomac et faire en sorte que le bol alimentaire gonfle à l'intérieur de l'estomac pour pouvoir augmenter votre sensation de satiété. Si vous devez avoir recours à ce genre de pratique, c'est ou que votre apport calorique n'est pas suffisant ou surtout que votre volume alimentaire n'est pas suffisant, et c'est extrêmement important. Et la question du volume alimentaire est extrêmement importante parce qu'en pratique elle est plus pertinente pour atteindre de bons niveaux de satiété que le total calorique, même si c'est contre-intuitif. Et même s'il est extrêmement important d'optimiser son hydratation quand on est sportif, qu'on veut être en bonne santé et potentiellement quand on est dans une dynamique de sèche, ce genre de stratégie avec l'hydratation, c'est typiquement des gros red flags qui vous montrent que vous êtes en train de faire les choses de façon incorrecte. Et dès que je dépassais,
même d'une pomme, hein, ça partait en crise d'hyperphagie. C'est ce qu'on appelle la mentalité foutu pour foutu. Ce qui évidemment en termes de santé n'a pas de sens parce que la perte de gras c'est un processus graduel. Si vous avez un apport de maintenance à 2700 kcal et que vous êtes à 1700, certes vous perdez du gras à 1700, mais vous perdez aussi du gras à 1800, à 1900, à 2000, à 2100 et potentiellement même littéralement juste en dessous de votre apport de maintenance si vous êtes à 2500 ou 2400, même si ça prendra davantage de temps. Ce qu'il est important que vous compreniez, c'est que vous n'avez pas besoin d'être à un chiffre magique pour perdre du gras, que la perte de gras c'est un continuum. Plus vous allez être en déficit calorique, potentiellement plus vous allez perdre de gras rapidement, mais ce qui est important c'est pas de le faire rapidement, c'est de le faire de façon stable sur le long terme sans déclencher de troubles alimentaires de la sorte. Sauf que quand on fait les choses de façon trop drastique avec une stratégie comme celle qu'il a mise en place, ça on n'en a pas forcément conscience malheureusement, et du coup psychologiquement on a parfois besoin de se récompenser ou de se punir, c'est les deux faces d'une même pièce souvent, et dès qu'on déraille de la stratégie qu'on s'est soi-même fixée, même si elle est trop extrême, on a tendance à déboucher sur ce genre de comportement d'hyperphagie boulimique. C'est quoi la différence entre la gourmandise et une crise d'hyperphagie? La gourmandise, tout être humain la rencontre, tu vois. Tout le monde a dit ah purée, j'ai vraiment envie de manger ça et le mange, et après ça passe à autre chose. L'hyperphagie, tu engloutis des quantités astronomiques sans t'arrêter. Tu n'as plus faim et tu n'as pas besoin de ça. Mais tu vas le faire parce que tu dis demain, de toute façon demain je remange bien, donc c'est aujourd'hui ou jamais. Et le soir même, après ta crise, dans un état, mais tu te dégoûtes. Là, on a la description extrêmement courageuse d'ailleurs, parce que pour partager ça publiquement, il faut avoir une sacrée paire de couilles, d'un vrai trouble alimentaire. Manger un donut de temps en temps, comme il le dit, il y a une vraie différence entre la gourmandise et l'hyperphagie boulimique. Personnellement, j'adore les donuts, vous le savez très probablement, et quand je tombe sur un stand de donuts avec des donuts qui ont l'air très sympas et que je peux me le permettre sur le moment, bah c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir kiffer un ou deux donuts de temps en temps. La différence fondamentale, c'est que là, il n'a pas le choix. On voit que sa stratégie nutritionnelle est tellement drastique et ça lui demande tellement de sacrifices que quand il craque, au lieu de se dire « Ok, j'ai craqué, je suis chez moi, j'ai mangé une pomme, j'ai mangé 2 pommes, allez, j'ai peut-être mangé une autre assiette de riz que j'avais préparée à midi », il va s'adonner à un comportement qui est extrêmement précis, extrêmement contextualisé et ritualisé, ce qui est ultra intéressant. Sortir de chez lui, aller dans la même boutique de donuts et donner cours à ce qui est devenu une habitude, parce qu'il le décrit comme un truc qu'il faisait de façon fréquente, et commander 4, 6, 8, 12 donuts et tout défoncer jusqu'à s'éclater le ventre et se sentir ultra mal, parce qu'évidemment, je vous fais pas de dessin, quand vous mangez 12 donuts en termes digestifs, en termes de pic de glycémie, etc., bah physiquement, les sensations, elles sont atroces. Et c'est en plus ultra paradoxal parce que dans ce genre de situation d'hyperphagie, on fait ça pour s'apaiser, pour essayer d'apaiser une espèce de besoin profond, alors qu'on sait pertinemment qu'on est en train de dépasser ses limites, qu'on n'a plus faim comme il le dit, qu'on n'a pas besoin de ça comme il le dit, et qu'on est littéralement en train de se faire mal. J'ai déjà mangé 12 donuts ici de Coco Donuts, 6-7 petits gâteaux de boulangerie, et derrière, je fume 3 pizzas, quoi. Avec, bien Le sûr, même jour, ça? Le même jour, et avec 2-3 Tu te fous tablettes, de ma gueule. je te le jure, avec 2-3 tablettes de chocolat. Si vous avez déjà mangé des gros donuts comme ça, vous savez ce que ça représente en termes d'appétit. En manger 12, où il faut un appétit énorme, où il faut littéralement souffrir de ce genre de troubles du comportement alimentaire. Et faire ça, manger 6 pâtisseries et 3 pizzas derrière, bah ça vous donne la mesure de la gravité de ce genre de troubles du comportement alimentaire. D'où vient le déclic, tu vois? J'avais du coup après les cours 2 gars de ma classe qui allaient à la salle, et surtout c'était un gars qui, tu vois, qui était physiquement très stock, tu vois. Ouais. Et je me suis dit ok, est-ce que je peux vous accompagner, est-ce que je peux venir avec vous? Je me dis non, je veux plus être le mec qui prend 2 tacos quand on sort avec les potes. Je veux plus être ce mec que son père quand il voit, il prend sa graisse et il dit wesh regarde-toi. Et c'est à ce moment-là que bah je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je m'en voulais à moi-même, je me disais pourquoi je craque autant? Pourquoi c'est difficile pour moi de manger bien? Pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi? Tu vois, pourquoi sur les réseaux tout le monde a l'air d'être au top sur ça et tout et pas moi? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et tu te retrouves à te détester plus qu'avant. Ça c'est extrêmement intéressant et on terminera l'analyse là-dessus, la comparaison. Gardez toujours à l'esprit que les réseaux sociaux notamment vous offrent une perspective déformée de la réalité, de la société, des gens qui vous entourent et surtout de la vie des autres. Les gens ne montrent sur les réseaux sociaux que ce qu'ils veulent bien vous montrer et dissimulent par définition tout le reste. Quand vous avez l'impression que les gens y arrivent autour de vous, dites-vous que vous ne voyez que les réussites que les gens vous montrent et très rarement leurs échecs. Et il y a donc une vraie décorrélation qui s'installe entre la réussite supposée des autres et la réalité de sa propre vie qu'on a sous les yeux tous les jours, où parfois on réussit certains trucs et parfois on échoue. Et c'est parfaitement normal. Et donc être exposé à la fois à énormément de signaux alimentaires comme elle le décrit, énormément de tentations comme on en a dans la vie de tous les jours, partout, tout le temps, et en même temps à une prétendue réussite des autres et à un échec personnel, bah ça crée chez Salim, et comme ça le fait pour beaucoup de gens, un vrai sentiment de culpabilité, un sentiment d'incompétence
compétences, où on a l'impression de pas être capable d'arriver à faire ce que les autres réussissent à faire, de pas être capable d'exercer un certain contrôle sur son apparence physique, sur sa santé, sur sa stratégie alimentaire, sur sa vie tout simplement. Et on voit qu'il développe un vrai sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça, et c'est le message que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, qu'il est important d'être tolérant et bienveillant vis-à-vis de soi-même, de faire les choses en conscience, de se donner du temps et de jamais basculer dans une dynamique trop extrême. Personne n'est un robot, personne n'est capable de se dire allez, je mange 500 kilocalories pendant 1 an et demi et comme ça j'ai perdu 90 kilos. Ça marche pas comme ça, on est des êtres humains doués d'émotions et quand les émotions deviennent trop fortes au quotidien parce qu'on vit des choses qui sont trop difficiles à encaisser, c'est nos émotions qui commencent à nous dominer. Atteindre un certain objectif physique pour se détester et être complètement esclave de sa stratégie alimentaire, c'est absolument pas une bonne solution et ça donne invariablement lieu à des conséquences ou à des troubles du comportement alimentaire comme Salim nous l'a décrit courageusement dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse et que vous avez appris 2-3 trucs sur la meilleure façon d'optimiser son alimentation pour développer, et je le rappelle parce que c'est important, une relation saine avec son alimentation et ses objectifs physiques. N'oubliez pas d'éclater les pouces juste en dessous et de vous abonner si c'est pas fait, et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.